Bonsoir même, plus que bonjour. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ce soir parmi nous, aux côtés de certains experts du réseau Prader-Willi Autre Obésité de Causes avec troubles du comportement alimentaire, Prador de son petit nom. Ce soir, vous avez trois expertes qui vont vous faire trois présentations Julie Tricot qui va commencer, qui va parler depuis l'hôpital marin d'Andaï, qui est un centre, un site constitutif du réseau. Puis professeur Christine Poitou, qui coordonne le centre Prador de la Pitié-Salpêtrière, site constitutif. Et enfin, le site constitutif, un coordonnateur de Toulouse, avec une présentation du docteur Sophie Sabal sur un projet de recherche. Hop. Du coup, mesdames, je vous laisse la parole. Donc, chaque présentation dure à peu près une vingtaine de minutes, je crois. En tout cas, il y a 30 minutes par temps de présentation avec questions comprises. Donc, après chaque présentation, vous pourrez poser toutes vos questions à nos oratrices. Vraiment, n'hésitez pas du tout. C'est un moment pour vous, pour vous permettre de monter en compétences et en connaissances sur les sujets qu'elles vous proposent. Un grand merci à tous d'être là encore et je vous souhaite un très bon webinaire de la part de toute l'équipe d'Efficience. Guénel, je te donne la main si tu veux introduire. Voilà, bah écoutez, merci. Donc, Guénalienne, donc sur le site coordonnateur de Toulouse. Voilà, bah écoutez, merci de vous joindre à nous pour ce temps d'échange. Voilà, donc c'est des sujets que nous avons proposé un petit peu de vous présenter aujourd'hui. Voilà, pour un peu donner des nouvelles sur les éléments un peu différents du centre Prador. Voilà, merci à tous d'être là. Et donc, je laisse la parole à Julie Tricot, qui est accompagnée, voilà, de l'équipe d'Andaï, qui est Fabien Moore, qui est médecin sur le site constitutif, et Virginie. Laurier, qui est donc attaché de recherche clinique. Voilà. Merci. Bonsoir. Euh, Écoutez, je vous remercie. Je vais essayer de vous présenter de façon assez méthodique et détaillée, plus détaillée que d'habitude, les ateliers de régulation émotionnelle qu'on a construits avec ma collègue Sandrine Jorigui-Berry-Viados, qui est éducatrice. Et voilà, la mallette qu'on va vous présenter ce soir, qui a été aussi euh, produite grâce à une grande collaboration avec la filière d'efficience. Cette mallette est le résultat plusieurs années de travail, co-construction, voilà, changement, meilleure compréhension aussi des besoins de nos patients. Alors, attends. Donc d'abord, je vais faire un petit point rapidement sur le syndrome Prader-Willi d'une façon générale. Le PNDS définit le... Je peux enlever ça? Pardon. Définit, pardon, le syndrome Prader-Willi comme un trouble complexe du neurodéveloppement d'origine génétique qui touche le chromosome 15 et qui se caractérise par une hypotonie néonatale sévère, des troubles précoces de l'oralité, une obésité précoce, des anomalies endocriniennes et métaboliques, des signes de dysautonomie, une déficience intellectuelle légère ou modérée, des troubles du comportement, un déficit des habiletés sociales, des troubles des apprentissages et des troubles psychiatriques. Donc, nos patients présentent des troubles de la communication et de la gestion des émotions qui, du coup, ont un impact sur leurs habiletés sociales, mais aussi au niveau de leur capacité d'expression verbale et non verbale, au niveau de leur fluctuation d'humeur et de l'habilité émotionnelle, ainsi qu'au niveau de leur maturité affective et de la fragilité des liens. Donc, à côté de ces difficultés dans la gestion de leurs émotions, il y a aussi tout un tas de manifestations de troubles du comportement qui vont avoir des intensités qui varient. On va être attentif aux différentes formes de manifestations qui peuvent être des formes plus discrètes comme le mutisme ou les insomnies ou les refus de prise en soin. Et on va toujours essayer de comprendre ce qui peut être sous-jacent à ces manifestations du trouble du comportement. Parce que les comportements qu'on va pouvoir observer au niveau de l'agressivité éventuellement vont venir masquer des émotions.
Donc on voit bien là sur l'iceberg, hein, c'est ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est en lien avec l'agressivité, mais par contre derrière, il y a des émotions souvent qui sont difficiles à repérer, difficiles à exprimer, difficiles à comprendre, et derrière ces émotions aussi, il va y avoir des besoins cachés. Donc du coup, au niveau de l'hôpital Marin en Daille, on accueille des patients pendant un séjour qui varie entre un mois et demi, 2 mois. On va essayer de prévenir le plus possible les troubles du comportement et on va le faire en s'intéressant particulièrement à leur vie émotionnelle. On va proposer, à l'aide des ateliers, de permettre aux personnes de mieux se connaître, mieux se comprendre au niveau de leurs émotions, dans l'idée de pouvoir mieux communiquer leurs besoins. Donc, on a fait 2 grands ateliers. Un atelier qu'on a intitulé Au cœur des émotions et un autre atelier qui s'intitule Émotions en jeu. Par rapport à l'atelier Au cœur des émotions, c'est un atelier qui va avoir pour objectif principal de donner des informations pour mieux comprendre les émotions. Donc, du coup, on va euh, parler de certains messages clés sur les émotions. On va proposer des petits jeux pour mieux identifier et repérer les émotions de base. On va introduire la notion très importante de besoin caché derrière les émotions. Je vais y revenir après. Et on va s'intéresser plus particulièrement à l'émotion de la colère parce que nous, c'est une émotion qui met en difficulté les patients dans leur vie personnelle, relationnelle et dans leurs projets d'avenir. Donc, on va plus particulièrement concentrer notre attention sur la colère et on va aussi leur permettre d'élaborer ce qu'on a appelé une fiche colère ou une fiche angoisse. On va proposer des outils de régulation émotionnelle et que je vous présenterai plus en détail là tout à l'heure. Donc pour proposer, on part de personnes du coup qui ont des difficultés, vous vous souvenez, d'expression, des difficultés de compréhension, et il fallait trouver des moyens de pouvoir aussi répondre à différents profils qui sont quand même aussi assez hétérogènes. D'autres sont plus à l'aise pour s'exprimer. Donc, on a, avec l'aide de déficience, on a pu vraiment créer des outils personnalisés et avec la graphiste en particulier, Clémentine Marot, on a euh, produit ces outils-là. Du coup, il y a d'abord une première phase très simple où on va partir des 4 émotions de base, qui sont la colère, la peur, la joie et la tristesse. On va pas se compliquer avec les autres émotions qu'on propose souvent à côté, le dégoût et la honte, par exemple. Donc là, on se concentre sur ces 4 émotions et on va mettre l'accent sur qu'est-ce qui permet de repérer que c'est la colère, la joie, la tristesse ou la peur. En fait, on insiste beaucoup sur le fait que ça va être des indices au niveau du regard et au niveau de la bouche qui vont permettre d'identifier l'émotion qui correspond. Parce qu'il y avait aussi tout un tas d'études qui montraient que certaines personnes avec déficience ou avec des profils avec des difficultés dans les habilités sociales, que finalement ils se concentraient sur la zone du nez et que c'était une zone qui était absolument pas, qui pouvait pas donner d'indication, le nez ou les oreilles. Donc on explique, on éduque hein, vraiment beaucoup aussi les patients pour ils intègrent bien que ça va vraiment être au niveau du regard et de la bouche qu'ils vont pouvoir avoir des informations. Et après, il y a toujours cette question de à quoi elle sert l'émotion. Alors en général, personne ne se pose cette question. Tous, quand on leur demande, ben, ils sont bien en difficulté pour pouvoir y répondre. Et c'est la question peut-être principale. Et du coup, la réponse qui en découle, qui va conditionner tout le reste, puisque l'émotion, elle sert à exprimer qu'on a un besoin caché qui n'est non satisfait. Et ces émotions, même si beaucoup d'entre elles sont désagréables, ces émotions, elles sont nécessaires et utiles pour nous, elles vont nous permettre de déceler qu'il y a un malaise, un déséquilibre, une insatisfaction dont il va falloir s'occuper. Et toute la difficulté, ça va être quand on s'en occupe pas. Donc, on introduit rapidement cette notion de besoin caché. Je dois vous avouer que on a du mal à ce qu'elle soit intégrée. On travaille beaucoup dessus, je vais le montrer après en séance de façon très concrète. Mais quand on a la chance d'avoir des patients qui reviennent en atelier, qui ont déjà suivi une session d'atelier et qui reviennent, il y en a peu qui ont retenu ce message-là. Voilà.
Donc, on a sûrement encore des progrès à faire pour pouvoir permettre une meilleure intégration. Ce qu'on va proposer aussi lors de cette première séance, c'est l'utilisation de la météo des émotions, qui est du coup un outil qui va nous servir pendant toutes les séances des ateliers. Il va, il va falloir là faire attention à ce que l'on ressent. Si on fait pas attention aux émotions, on s'en occupe pas, et c'est le fait de pas s'en occuper qui peut amener des difficultés. Donc la météo des émotions, on va se demander chaque jour, 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. On va s'entraîner à se poser un petit peu et à se demander qu'est-ce que je ressens, en précisant donc que il est possible aussi de ressentir plusieurs émotions en même temps. Donc cet outil, il va être très utile, et il va pouvoir continuer aussi d'être utilisé par la suite quand les personnes rentrent chez elles, si c'est quelque chose qui leur permet après de parler de ce qu'elles ressentent. Ça va pouvoir, c'est un travail qui va pouvoir se poursuivre après. Alors, les besoins cachés derrière les émotions, justement, comment je repère le besoin qui est caché derrière mon émotion? Ça, c'est la grande difficulté, parce que on s'est jamais trop posé la question comme ça. Si on le regarde comme je vous le présente là, en se disant, quand j'ai une émotion, j'ai forcément un besoin caché. Si je trouve le besoin caché et que je dis mon besoin, peut-être que du coup, on va mieux me comprendre que si juste je me comporte d'une façon euh, pas toujours facile à décoder. Donc, on part par exemple, là, c'est un travail que l'on fait dans le petit groupe. Avec chaque petit groupe, la production est différente selon les personnes qui sont là. Ils vont partir de leur comportement. Par exemple, on se dit, voilà, ben, quand quelqu'un a peur ou quand j'ai peur, quel comportement je peux observer. Donc là, ce groupe avait repéré qu'au niveau de la peur, ben, des comportements qu'on peut observer, ça va être des conflits et des disputes, ça peut être une agression physique, ça peut être la fuite, ça peut être l'isolement, ou alors je peux me figer et me bloquer. Et du coup, une fois qu'on voit quelqu'un qui se comporte comme ça, de quoi il a besoin finalement? Donc, on va se poser la question de quoi j'ai besoin quand je me comporte comme ça. Et bien, du coup, là, donc il y a une autre liste avec des besoins, hein, pour que ce soit plus facile et pas partir dans tous les sens. Du coup, on avait identifié au préalable des comportements et des besoins. Et du coup, là, au niveau des besoins qui avaient été repérés, c'est le besoin d'être protégé, d'être sécurisé, le besoin d'être écouté et compris, le besoin de réparation et le besoin d'être écouté et épaulé. Et à chaque fois, là, le besoin d'être aidé qui revient dans toutes les émotions désagréables. Il y a que au niveau de la joie, où finalement, forcément, on n'a pas besoin d'être aidé. Mais ce qui ressort bien, quand même, c'est qu'à chaque fois, il y a besoin d'une aide extérieure. Donc la météo des émotions, c'était là en plus gros pour que vous puissiez voir. Voilà. La deuxième séance des ateliers va être concentrée davantage sur la colère. Et là aussi, l'idée, c'est d'équiper les personnes pour mieux repérer sur elles et sur les autres qu'est-ce qui se passe quand elles sont en colère. Donc on a utilisé plusieurs petits jeux qu'on fait du coup tous ensemble en collectif, mais chacun va sur sa petite fiche personnelle noter ce qui lui correspond le plus. Donc on a mis aussi des petits pièges pour pas que ce soit non plus trop évident. Donc voilà, dans le personnage de comment elle se voit de l'extérieur, la colère. Voilà, on avait rajouté la casquette à l'envers, les bottes de pluie et l'oreille percée. C'est aussi pour voir comment les personnes arrivent à se concentrer, réfléchir, parce que c'est pas toujours évident. Des fois, on peut avoir des réponses un peu surprenantes. Euh, voilà. Et une fois qu'on s'est demandé comment ça se voit de l'extérieur, qu'une personne est en colère, et éventuellement comment moi ça se voit quand je suis en colère, on se demande aussi comment la colère, elle se ressent de l'intérieur, à l'intérieur de mon corps. Mon corps m'envoie des signaux quand je suis en colère. L'idée, c'est vraiment que la personne puisse le mieux possible comprendre et repérer rapidement que c'est de la colère. Donc, si ça peut être soit plutôt par des signes extérieurs qui sont renvoyés, soit aussi des informations qui viennent de l'intérieur du corps. Là aussi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on a beaucoup détaillé, parce qu'on s'était rendu compte qu'ils avaient du mal à sentir quelque chose dans le corps. Du coup, on a essayé de mettre le plus de choses possibles qui pouvaient être rencontrées.
Une fois que on a identifié que c'est de la colère, on propose un petit exercice qui s'appelle À quoi je ressemble quand je suis en colère. Un petit exercice qui va permettre de se demander, quand je suis en colère, comment je vais l'exprimer, ma colère. Et on propose de choisir un, deux ou trois de ces animaux pour parler de comment moi je me comporte quand je suis en colère. Donc, on a choisi des animaux avec des caractéristiques autour de l'expression émotionnelle qui est plus ou moins discrète, comme la fourmi et le petit lapin, un animal qui va être plutôt dans s'agiter tranquillement, rechercher de l'attention, et puis des animaux qui vont être un peu plus forts dans leur expression, avec le taureau, le tigre et le dragon. Et puis, on avait volontairement choisi la grenouille par rapport à la capacité déjà à s'auto-réguler et à pouvoir inspirer et expirer quand on ressentait de la colère. Et puis la chouette qui sait déjà pas mal de choses et qui a déjà compris qu'elle a un besoin caché derrière l'émotion. Donc, quand on fait cet exercice, on amène la personne à déjà réfléchir sur elle, à pouvoir le dire aux autres qui sont autour de lui pendant l'atelier, et puis on en laisse une trace dans ce classeur qui va aussi permettre à l'entourage de mieux comprendre. Par exemple, il y a des personnes qui vont dire dans un premier temps, elles sont plutôt comme le taureau, elles vont ruminer, elles vont garder des choses à l'intérieur. Et là, on leur demande aussi d'essayer de quantifier sur une échelle entre 1 et 10, une échelle qu'on propose qui est visuelle, pour essayer de quantifier la force de leur colère. Donc souvent, les personnes qui choisissent le taureau, elles vont pouvoir dire qu'elles sont autour de 5, 6 sur 10. Et puis je rumine, et puis après, ben, finalement, je deviens le tigre parce que ben, ça va toujours pas. Et finalement, je vais attaquer, je vais taper quelqu'un ou je vais jeter quelque chose, ou alors je vais être plutôt comme le dragon, je vais insulter, je vais cracher, insulter. Voilà. Et là, du coup, en intensité, on va être à 9, 10. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et bien après, ben, je pleure, par exemple, parce que ça va mieux, mais je suis malheureux. Donc, je pleure. Et là, l'émotion, elle est à combien? La colère, elle est à combien? Ben, elle est encore à 3 ou 4, par exemple. Voilà. C'est vraiment un support d'expression et de compréhension par rapport à chaque fonctionnement émotionnel. Certains sont assez lucides sur leur fonctionnement, d'autres ben, pas du tout, hein. D'autres peuvent avoir des expressions très violentes et se voir comme un tout petit lapin ou une petite fourmi. C'est toujours l'occasion de discuter aussi comment les autres les voient aussi dans ces situations-là. Et après, on a proposé aussi des mots qui permettent de dire d'une façon entendable et par l'environnement, parce que le problème de la colère, c'est que quand a été gardée trop longtemps, elle peut se transformer en violence, et en violence verbale notamment, avec des insultes, des gros mots, et que on explique bien que on a vu dans les besoins cachés, c'est d'être aidé. Quand on est en train d'insulter quelqu'un, la personne, elle va moins avoir envie d'aider si elle est insultée. Donc, comment on peut dire à l'autre, avec des mots qui sont adaptés, comment on peut dire à l'autre qu'on est en colère. Donc, on propose du vocabulaire, une façon de dire, d'exprimer. Ils le gardent aussi dans les classeurs pour permettre après aussi de pouvoir le retravailler avec leur entourage. On propose ensuite de garder en tête différents moyens de régulation émotionnelle. Pour cela, on a proposé deux roues, parce que souvent on entend quand quelqu'un est en colère, on lui demande rapidement de se calmer. On lui dit calme-toi, arrête, stop. Voilà. En fait, c'est très difficile quand on est en colère de se calmer. Il y a d'abord une phase où il va falloir libérer, décharger toute la tension qui va avoir été accumulée. Donc, on explique que dans un premier temps, on va devoir libérer la colère, mais d'une façon adaptée. On va pas pouvoir faire du mal aux autres, se faire du mal à soi ou tout casser autour de nous. Donc, on va proposer plutôt, ben, éventuellement taper, si on a besoin de taper avec les mains, de taper plutôt dans un coussin. Si on a besoin de pleurer, on s'autorise à pleurer, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Si on a besoin de crier, eh bien, on va pouvoir se mettre à un endroit où nos mots ne vont pas blesser. On peut s'isoler et crier ce que l'on ressent. On peut faire aussi l'exercice du volcan. C'est un exercice qui permet en fait une décharge physique qu'on montre aux patients. On peut aussi prendre l'air
Et puis il y a le petit bonhomme avec l'ampoule. Là, c'est pour si certains d'entre eux ont un moyen qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont déjà et qu'ils veulent partager. Bon, ça n'arrive pas trop souvent. Et une fois qu'on a libéré la colère, il va être important après de pouvoir revenir au calme. Et du coup, là aussi, selon l'intensité dans laquelle la colère, jusqu'où elle aura été, plus la colère sera montée haut, peut-être plus il y aura besoin d'une aide extérieure importante. Dans tous les moyens de régulation, il y a des régulations plus autour de la respiration ou autour de l'écoute, ou autour des activités, ou autour, au contraire, d'une aide médicamenteuse, ce qui nous permet de parler aussi de l'importance du traitement et du si besoin dans certaines situations. La troisième séance, du coup, on va plutôt essayer de réviser tout ce qu'on a appris. Donc, c'est la petite cocotte, là, vous voyez, c'est souvent, vous savez, les cocottes, là, où on faisait, on compte et on doit choisir. Donc, il y a différentes propositions. Et avant de jouer, parce que bon, les ateliers c'est long, hein, on passe 2 heures à chaque fois. Il y a beaucoup de matériel aussi qui ressort. Ils partagent beaucoup entre eux. Il y a la parole se libère. Et du coup, on en profite pour élaborer ce qu'on appelle la fiche scolaire ou la fiche angoisse. Au début, on était parti que sur la fiche scolaire, mais on a rajouté la fiche angoisse. Et ces fiches-là, en fait, elles permettent aussi de faire un peu une photographie des déclencheurs avec les choses qui me mettent hors de moi, les moyens qu'on a repérés qui nous permettent d'éviter de se mettre en colère, les moyens d'autorégulation que l'on a repérés qui nous conviennent, les mots que l'on peut dire, que l'on pourrait dire quand on est en colère. Et on propose aussi de réfléchir à un lieu, une occupation ou une personne qui va amener le plus de calme possible. Et pareil avec la fiche angoisse. L'intérêt, c'est qu'après, les personnes repartent avec leur classeur, que c'est dans leur classeur et que ça peut être réutilisé. Voilà. Et ensuite, on fait un autre atelier qui est un peu plus léger, c'est sous forme d'un jeu qui propose de réfléchir aussi sur les habilités sociales, sur comment je me comporte avec les uns avec les autres, à partir de mes émotions aussi. Et donc là aussi, on va toujours on va toujours garder un moment pour parler de quand j'arrive, comment je me sens, quand je repars, comment je me sens. Là, on utilise le petit support des comment ça va, c'est pour un petit peu aussi proposer d'autres moyens, mais toujours prêter attention à ce que la personne ressent. Vous l'avez compris, j'ai évoqué plusieurs fois, tous ces outils sont importants parce que la personne, elle va vraiment avoir besoin qu'on l'aide à gérer ses émotions. Elle va être en difficulté pour le faire toute seule. Elle va avoir besoin que l'environnement comprenne ce qui se passe pour elle. Et si l'environnement comprend, l'apaisement sera plus facile, les crises d'agitation seront moins fréquentes et la personne apprendra à le dire d'une façon qui sera plus adaptée. Pour ça, ça veut dire que soi-même, on a un peu réfléchi à nos émotions, qu'on comprend notre propre fonctionnement émotionnel et que on se sent pas en danger avec la personne qui a des émotions trop désagréables. Donc voilà, toujours se mettre à l'écoute des besoins, c'est le message le plus important peut-être, c'est vraiment de se dire quand une personne elle est émotionnellement à cran, c'est qu'il y a un besoin derrière, essayer de comprendre ce besoin. Si la personne, elle est déjà agitée quand on la rencontre, quand on la trouve, ça va être de l'aider à pouvoir libérer sa colère de façon adaptée, en ayant recours aux roues qu'on a travaillé pendant les ateliers. On propose de les garder en vue pour pas avoir à les chercher au moment le plus critique, mais de pouvoir les mettre sur une porte dans la chambre, par exemple, et puis pouvoir dire, regarde bien, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et puis pour retrouver le calme, on peut faire ça. Qu'est-ce que tu préfères toi? Moi, tiens, je vais faire ça. Tu fais avec moi accompagner toujours, et puis laisser du temps pour se récupérer et le lendemain pouvoir reparler à froid de ce qui s'est passé, en peut-être aussi nous-mêmes parler de quand on a vu la personne dans cette situation, comment on s'est senti, de quoi on avait besoin pour pouvoir mieux la comprendre et mieux l'accompagner et pouvoir amener la personne à parler sur elle. Voilà, donc je vous ai parlé de cette mallette qui a été faite avec la collaboration de d'Efficience et qui est du coup accessible gratuitement à l'aide de ce lien. Vous pouvez donc après vous l'approprier en fonction des populations avec lesquelles vous travaillez. Et voilà, je vous remercie. Merci Julie.
On va passer à un autre sujet assez différent, puisqu'on va parler du syndrome de Bardet-Biedl. Il y a quand même pas mal d'actualités, en particulier sur le plan thérapeutique. Et on va surtout se concentrer ce soir sur les atteintes neuro-endocriniennes et en particulier l'obésité et les troubles du comportement alimentaire. Donc, pour resituer le syndrome de Bardet-Biedl, c'est ce qu'on appelle les obésités syndromiques. Hein. Donc, dans les obésités rares Ouais, merci. hypothalamiques que l'on a décrites dans le PNDS, obésité de cause rare, on a les formes monogéniques, un seul gène, la dysfonction de la Bah, mélanocortine. en plus, On je a les formes consulte hein, demain matin, j'ai 3 patients de Ah, diabéto. Enfin bref, de toute attendez. façon, Astorga, je Attention, trouve il y a ça quelqu'un horrible. qui n'a pas coupé son micro. Oui, on t'entend bien. Ouais. Merci. Donc, on a les formes syndromiques avec des anomalies soit d'une région, soit d'un gène, voire de plusieurs gènes. Et là, on a des anomalies du développement. Donc, ce soir, on se situe dans cette catégorie-là. Et puis aussi les obésités lésionnelles avec des atteintes acquises de l'hypothalamus, en particulier les craniopharyngiomes. Et en fait, il y a quand même une physiopathologie commune, puisqu'on les appelle maintenant, c'est des obésités hypothalamiques, avec une dysfonction hypothalamique que l'on va décrire pour le syndrome de Bardet-Biedl. Alors, l'actualité, c'est aussi qu'il y a eu des recommandations européennes qui ont été publiées cette année avec plusieurs groupes de travail. Moi, j'ai fait partie donc d'un groupe de travail sur les troubles endocriniens, l'obésité et l'hyperphagie, donc avec Erika van den Aken, Pietro Maffei, Sylvie Rossignol et Elena Mosba. Et donc, on va surtout parler de ça aujourd'hui, mais je vais quand même dire un mot sur les troubles du neurodéveloppement puisqu'on est dans la filière déficience. Donc, le syndrome de Bardet-Biedl, c'est une maladie génétique, hein, donc, avec une prévalence qui est variable en fait en fonction des régions, mais de 1 sur 125 000 à 1 sur 160 000, avec beaucoup de gènes déjà décrits impliqués, au moins 26 gènes, et qui sont responsables d'une dysfonction du cil primaire. Les gènes les plus fréquemment mutés en Europe sont BBS1 et BBS10. Donc le cil primaire, il est très important dans le fonctionnement de différents organes et en particulier dans un complexe qui s'appelle le bébésome et qui est donc indispensable pour le fonctionnement en particulier de certains récepteurs et de l'adressage à la membrane de certains récepteurs. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est important sur le plan hypothalamique. Et donc, on a des atteintes multi-organes, comme vous le voyez sur la diapo à droite, avec des atteintes de fonctionnement du rein, du cerveau, du poumon, des yeux, etc., etc. Alors, il y a des manifestations cliniques primaires. Donc, la rétinite pigmentaire qui est quasi constante et dont les signes démarrent relativement tôt dans la vie. La polydactylie et les anomalies rénales présentes dans plus de la moitié des cas. Et puis, vous voyez que l'obésité, elle est extrêmement présente et je vais le détailler après. Les manifestations cliniques secondaires, elles sont importantes dans tous les domaines. Et vous avez en particulier des complications métaboliques et des complications endocriniennes. Je ne vais pas les détailler ce soir parce que je n'ai pas le temps. Il y a des complications qui sont en lien avec l'obésité, mais pas que. Probablement, encore une fois, que la ciliopathie, l'anomalie du cil primaire, induit des complications métaboliques au-delà de l'obésité. Et les complications endocriniennes aussi sont réels. Alors, on a des troubles neurodéveloppementaux, des troubles, on va dire, centraux avec atteinte cérébrale, donc retard de parole, des troubles de l'ataxie et des troubles neurodéveloppementaux que je vous détaille sur cette slide. Donc, ils ne sont pas forcément les symptômes les plus étudiés dans le syndrome de Bardet-Biedl. Donc, on a des troubles des apprentissages chez à peu près 2 tiers des patients. La déficience intellectuelle, elle n'est pas du tout constante, hein, elle est de l'ordre de 25% et elle est souvent relativement légère. On a aussi des troubles de la mémoire avec un ou deux papiers qui montrent une dysfonction ciliaire de l'hippocampe, donc qui peuvent expliquer les troubles de la mémoire. On a une épilepsie dans 5 à 10% des cas. Peuvent exister des traits autistiques avec en particulier une rigidité de la pensée et une hypersensibilité sensorielle. Quelques descriptions de troubles de la coordination et d'ataxie, mais c'est quand même très très peu documenté. On a également une anosmie, là aussi c'est lié à la ciliopathie, et des troubles psychiatriques dans 30% des cas, alors qui sont majoritairement
de l'ordre de troubles obsessionnels compulsifs et troubles anxieux et de l'humeur. Alors, la dysfonction hypothalamique, elle existe à deux niveaux. Donc, je vous ai représenté ici ces neurones du noyau arqué très importants dans la régulation de la prise alimentaire et de la régulation de la balance énergétique en général, avec les neurones anorexigènes à POMC, à propiomélanocortine, et avec un premier défaut de signalisation au niveau du récepteur de la leptine. Quand la leptine se fixe à son récepteur, là, il y a vraiment une interaction entre le bébésome et le récepteur de la leptine pour l'adresser en fait à la membrane. Et quand on a donc certains variants du, euh, qui altèrent le bébésome, on a une anomalie de signalisation de la fixation de la leptine à son récepteur. Et puis, on a également, donc au niveau du noyau paraventriculaire, donc ces neurones à MC4. Et donc, on a aussi une ciliopathie qui entraîne une dysfonction de la signalisation du ligand du récepteur MC4, qui est l'alpha-MSH, à son récepteur. Donc, on a vraiment des dysfonctions qui expliquent en fait l'hyperphagie et la prise de poids. Alors justement, cette obésité, comme on le voit sur cette slide, elle démarre très tôt. Vous voyez en gris, la zone grise, c'est vraiment le début de l'obésité chez l'enfant. Elle démarre très tôt, dès l'âge de 2-3 ans, et elle s'aggrave au cours du temps avec, chez les adultes, une grande majorité des adultes qui ont donc une obésité. Hein, dans certaines séries, c'est plus de 92% des patients, et surtout des adultes qui présentent des obésités très sévères avec un IMC au-delà de 40, donc chez un quart des adultes. Alors cette obésité, elle est complexe puisqu'elle est d'une part très précoce, très souvent sévère, avec des complications, mais également, comme je l'ai dit, une atteinte multi-organes, ce qui définit en fait pour nous les obésités complexes. Et donc ça nécessite une médecine globale et coordonnée que l'on a décrit dans le générique obésité de cause rare. Il y a aussi un PNDS Bardet-Biedl, mais j'ai envie de dire que la spécificité vraiment de l'obésité et de la prise en charge, elle est vraiment décrite dans ce générique. Donc, je vous invite à aller le consulter si vous avez des questions un petit peu plus précises. Donc, cette évaluation, elle est globale et j'ai mis trois choses qui me paraissent extrêmement importantes. C'est l'évaluation du comportement alimentaire, puisqu'on l'a vu, il y a vraiment une atteinte hypothalamique et que dans les réponses qu'on va donner sur le plan prise en charge, eh bien, il faut vraiment avoir bien évalué ce comportement alimentaire. Bien sûr, alors là, je parle surtout aussi chez les adultes parce que le mode de vie, l'environnement, l'accompagnement global est absolument nécessaire quand on a une obésité complexe. Et puis, j'insiste aussi sur cette évaluation comportementale et neuropsychologique. Je vous ai un tout petit peu détaillé les troubles du neurodéveloppement dans cette pathologie. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Alors, c'est vrai que dans le syndrome de Prader-Willi dont on a parlé tout à l'heure, on a maintenant vraiment cette culture d'une prise en charge globale, à la fois physique, somatique, obésité et autres complications, mais aussi psychologique et psychiatrique. C'est quand même beaucoup moins évident chez les patients avec syndrome de Bardet-Biedl et peut-être encore moins chez les adultes. Donc, on insiste beaucoup là-dessus sur cette évaluation holistique et multidisciplinaire. Alors, comment évaluer le comportement alimentaire? Il me semblait important de vous détailler un tout petit peu ça. Pourquoi? Parce qu'en plus, on va voir après qu'il y a un nouveau traitement qui cible l'hypothalamus et qui va cibler cette hyperphagie. Quand il n'y a pas de trouble de la compréhension, quand il n'y a pas de trouble du neurodéveloppement, pas de trouble important, voilà, ce qui gênerait la compréhension et l'analyse des signaux alimentaires, on peut tout à fait essayer de travailler avec le patient sur comment se passent en fait les repas. Donc, c'est vraiment les signaux de faim et de satiété que je vous ai remis sur ce petit schéma. Donc, la faim, c'est ce qui se passe avant le repas. Le rassasiement, c'est au cours du repas. Et la satiété, c'est en fait le délai entre la fin du repas et le repas suivant. Et c'est vraiment ce qu'on appelle voilà, la satiété, le raccourcissement de l'état de satiété. Alors, on travaille sur des échelles de faim qui, là, sont scorées de 1 à 10. Il y a différents scores qu'on peut utiliser. Donc, ça, il faut vraiment que les patients soient guidés parce que ce n'est pas évident finalement de ressentir ce signal de faim et surtout de le décrire. Donc, ce n'est pas un auto-questionnaire. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut vraiment le guider, soit par le médecin qui connaît le comportement alimentaire ou le diététicien, la diététicienne qui sont aussi
habitués finalement à interroger sur ce comportement alimentaire. L'entretien diététique habituel sur les troubles actuels ou passés, le comportement alimentaire fluctue beaucoup au cours de la vie. Et donc, c'est important, notamment quand on a des adultes, de reprendre l'histoire du comportement alimentaire. Pas mal de choses qui peuvent modifier hein, les signaux alimentaires. Donc, ça va être vraiment ce qu'on disait, le dépassement du seuil de rassasiement, l'état de satiété, est-ce qu'il est plus court? Est-ce qu'il y a une impulsivité alimentaire, des envies répressives, ce qu'on appelle en anglais le craving? Et puis parfois, hein, des accès, des crises d'hyperphagie, c'est vraiment quand il y a une perte de contrôle avec, quand ça se répète, ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. Et puis, de façon un petit peu plus spécifique, et c'est ce qu'on rencontre dans d'autres syndromes comme le syndrome de Prader-Willi, mais aussi certaines autres obésités syndromiques, ces obsessions alimentaires, cette préoccupation alimentaire qui existe aussi hein, dans le syndrome de Bardet-Biedl, et ça très tôt dans la vie, et qui peut interférer sur les activités quotidiennes. Donc, la personne est envahie en fait par les pensées alimentaires. Alors, quand les personnes comprennent bien, on peut utiliser des questionnaires qui sont validés. Nous, on utilise par exemple le food craving ou la binge eating scale qui permet voilà, de scorer finalement un petit peu la sévérité des troubles. De toute façon, ça ne remplace pas un entretien diététique, nutritionnel bien conduit, mais ça permet de pouvoir éventuellement voir l'évolution au cours du suivi et au cours, par exemple, du traitement. Quand il y a des difficultés de compréhension, c'est plus complexe, notamment chez les adultes. Alors, quand on a des enfants, bien sûr, on a les parents, mais chez les adultes, on n'a pas toujours les parents. Donc, on peut utiliser des scores de faim adaptés avec des échelles plus visuelles, des questions à l'entourage. Donc là, je vous ai remis en fait les outils qui sont utilisés dans le CRMR Prador, donc avec une grille sur votre gauche qui avait été proposée par Toulouse. Donc voilà, avec des questions sur comment se passent les repas, mais aussi comment se passent les phases interprandiales. Et puis ce petit flyer que Béatrice a aussi fait et qu'elle utilise aussi à Trousseau, qui sont des questions pour les parents. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est le questionnaire de Dykens. Nous, on l'utilise aussi chez les adultes avec des difficultés de compréhension qui sont accompagnées par un entourage, soit les parents, soit les éducateurs des centres quand ils sont un peu stables pour pouvoir observer les comportements. Et c'est vrai que c'est un questionnaire qui est assez utile et qui peut permettre vraiment d'observer les différents comportements dont on a parlé. Alors là, c'est un exemple, par exemple, chez les enfants, où vous avez ici donc un groupe de personnes avec BBS comparé à des patients, des jeunes patients contrôle, puisque vous voyez que l'âge est de 10 et 12,5 chez les contrôles. Et vous avez ici donc le score total de Dykens qu'on utilise beaucoup, donc qui est augmenté chez les patients qui ont un BBS. Et puis des sous-échelles, donc des scores de behavior, de drive et de severity. La severity, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact du trouble du comportement alimentaire sur les activités quotidiennes, quand la personne est complètement envahie par ses pensées alimentaires. Et vous voyez qu'on a des scores élevés chez ces enfants qui ont un syndrome de Bardet-Biedl, en particulier les sous-échelles behavior et drive. Donc drive, ça va être vraiment le fait de penser à la nourriture, et behavior, c'est plus les comportements centrés autour de la nourriture et aussi les stratégies de recherche de nourriture. Alors, chez les adultes, il y a beaucoup moins d'études. Nous, on a fait dans notre cohorte Aubérard une comparaison en fait entre les différents groupes. Vous voyez qu'on a 13 patients BBS pour qui on avait un entourage et à qui on a fait remplir le Dykens. On a des patients qui ont un syndrome de Prader-Willi et puis d'autres obésités génétiques et d'autres obésités avec troubles du neurodéveloppement. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand même le score total de Dykens, donc on dit qu'au-delà de 19, on a un score élevé, hein. Le minimum, c'est 11 et le maximum, c'est 55. Et donc, vous voyez qu'on a quand même un score élevé chez les adultes BBS avec là aussi des sous-scores qui sont globalement comparables enfin en tout cas pas statistiquement différents des patients avec un syndrome de Prader-Willi. Donc finalement, un comportement alimentaire très altéré à la fois chez les enfants et chez les adultes, et un comportement alimentaire qui s'altère très très tôt, hein. L'hyperphagie est très précoce, et vous voyez ici pareil dans la cohorte d'adultes, finalement un intérêt pour la nourriture très précoce chez les patients avec Bardet-Biedl, finalement plus précocement que chez les patients avec syndrome de Prader-Willi. Donc vraiment à retenir que cette hyperphagie est très précoce et sévère et qu'elle est présente tout au long de la vie. Et puis l'hyperphagie, c'est aussi un fardeau pour les personnes. C'est ce qu'on voit dans cette étude, donc assez récente, qui a interrogé 242 personnes avec
un Bardet Biddle dont l'âge moyen était 12 ans. Donc, il y avait aussi quelques adultes, à peu près 20% d'adultes, si je me souviens bien. Et l'entourage était aussi interrogé. Donc, ça, c'est les personnes avec Bardet Biddle et ça, c'est leur entourage. Et vous voyez que ça, c'est en rose et rouge, le pourcentage de personnes qui déclarent en fait que le comportement alimentaire a un effet modéré ou un très gros effet sur leur vie quotidienne. Et là, c'est les différentes dimensions qui sont impactées, le sommeil, l'humeur, les émotions, l'école, les activités de loisirs et les relations intrafamiliales. Et puis chez les caregivers, l'entourage, eh bien, c'est à peu près les mêmes dimensions. Bon, pour eux, c'est le travail hein, qui est impacté. Et vous voyez qu'on a quand même des prévalences d'impact importants sur plus de la moitié des cas, voire parfois 60% des personnes qui déclarent avoir un impact très important de l'hyperphagie. Donc c'est un fardeau très important qu'il faut vraiment arriver à bien prendre en charge tôt dans la vie. Donc, on revient sur cette prise en charge. Donc, je vous parlais de l'évaluation multimodale. Et ben, il faut que la prise en charge, elle soit multimodale. Elle soit à la fois sur le comportement alimentaire, les activités physiques, les traitements des complications, le suivi comportemental et psychiatrique s'il y a des troubles. Et puis, toutes les supplémentations hormonales. Je n'ai pas le temps du tout de détailler les troubles endocriniens, mais il y en a. Donc, c'est important vraiment de supplémenter au mieux. Et on parle aussi, bien sûr, des traitements ciblés sur l'obésité. Alors, pour prendre en charge tous ces patients, on a un réseau de soins hein, qui est bien organisé en France, avec bien sûr les centres Prador qui sont là pour l'évaluation spécifique hein, du comportement alimentaire, la stratégie thérapeutique ciblée, etc. Mais on travaille beaucoup avec les centres spécialisés de l'obésité à Valence pédiatrique et aussi adulte, où là, vraiment, l'évaluation et la prise en soin, j'ai envie de dire primitive, est vraiment très importante, puisqu'il y a des recommandations de prise en charge des obésités complexes qui ont été faites à la fois chez les enfants et chez les adultes. Et donc, tous les CSO sont maintenant vraiment en mesure de prendre en charge ces obésités complexes, avec bien sûr l'apport des CRMR sur des parties un peu plus spécifiques. Alors justement, quels sont ces nouveaux traitements, enfin ce nouveau traitement qui existe maintenant, donc c'est l'imcivree qui est en fait le 7-mélanotide, un agoniste alpha-MSH. Je reprends le schéma qu'on a vu tout à l'heure, hein. Alors il est dans l'autre sens, les neurones POMC là ils sont en haut de l'image, mais peu importe, c'est la même chose. Et donc le 7-mélanotide est un agoniste synthétique du récepteur MC4R et il va agir directement sur cette voie, sur une voie qui est donc altérée. On a un accès précoce dans le syndrome de Bardet-Biedl depuis juillet 2022. Donc, on l'a dans d'autres indications, mais j'en parle pas aujourd'hui. Et donc, on va se focaliser aujourd'hui sur les résultats dans le syndrome de Bardet-Biedl. Donc, on a une étude de phase 3 qui a inclus 32 patients avec un syndrome de Bardet-Biedl dont l'âge moyen était de 20 ans. Vous voyez que l'IMC grade 3, hein, je disais tout à l'heure que voilà, c'était vraiment quelque chose de majeur, notamment chez les adolescents et les adultes. Il y avait une première partie de cet essai qui était en double aveugle et puis ensuite un traitement en ouvert. Et on regarde le critère principal qui était le pourcentage de patients répondeurs avec une réduction d'au moins 10% du poids. Eh bien, quand on regarde ce critère-là, plus d'un tiers des patients adultes et ados avaient une réponse avec une perte de poids d'au moins 10%. Perte de poids d'au moins 10%, peut-être que ça évoque pas voilà, un résultat majeur, mais néanmoins chez des personnes qui ont une obésité complexe très résistante à la perte de poids, hein, souvent c'est des personnes qui ne font que prendre du poids, notamment à l'âge adulte, eh bien c'est un résultat qui est quand même très intéressant. Et on sait aussi que de perdre au moins 10% du poids, ça améliore de façon très importante toutes les comorbidités liées à l'obésité. Et puis là, c'est la perte moyenne d'IMC chez les adultes, donc une perte moyenne de moins 9,5%. Et chez les adolescents, donc il y a une réduction du Z-score de moins 0,8 points. Alors, on a aussi dans cette étude une évolution du score de faim. Donc, vous voyez ici en bleu sous cette mélanotide un score de faim qui, je vous ai montré tout à l'heure, hein, ces échelles qui vont de 0 à 10. Donc, avec une réduction de 25% chez plus de la moitié des patients chez les adultes. Une réduction de 2 points, c'est important, hein, sur une échelle de 0 à 10. Réduction de 2 points, c'est vraiment significatif sur le plan
clinique. Et puis également une amélioration parallèlement à ça. Je vous parlais beaucoup du fardeau de l'hyperphagie. Eh bien, quand on améliore l'hyperphagie, quand on améliore le score de faim, on améliore la qualité de vie, à la fois chez les enfants, mais aussi chez les adultes, avec des questionnaires qui sont utilisés de façon spécifique sur le poids. Le IWQ Quality of Light chez les adultes, c'est vraiment centré sur le poids. Donc, une amélioration de la qualité de vie. Alors, il y a des effets indésirables avec l'imcivrée. Le premier effet majeur, c'est l'hyperpigmentation cutanée que vous voyez ici sur ces photos, qui peuvent être aussi localisées sur les muqueuses, donc une hyperpigmentation muqueuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'agoniste MC4 va aussi être un agoniste du récepteur MC1 qui est cutané. Donc, ça peut être quand même gênant aussi sur l'estime de soi. Alors, les patients Bardet-Biedl, dans notre expérience, ils ont souvent une malvoyance, donc ça les gêne plutôt moins que dans les autres indications, mais ça peut gêner l'entourage. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler en amont du traitement. On a très souvent aussi des réactions au point d'injection, mais qui sont transitoires. Et puis, ce qu'on voit aussi, surtout dans la première phase de traitement, c'est pour ça qu'on fait une escalade de dose progressive, c'est des troubles digestifs à type de nausées, parfois de vomissements, parfois de troubles digestifs. Mais ces effets secondaires sont quand même très transitoires, en dehors bien sûr de l'hyperpigmentation cutanée qui va persister tout au long du traitement. Par contre, si on est amené à arrêter le traitement pour différentes raisons, en particulier pour la mauvaise tolérance visuelle de l'hyperpigmentation ou tolérance psychologique, la pigmentation va disparaître à l'arrêt du traitement. Donc ça, c'est important parce que j'ai encore eu la question hier d'un patient qui me disait, mais alors en plus, si ça persiste après le traitement, voilà. Donc non, c'est quand même transitoire. Je vous montre ici les premiers résultats en vie réelle donc des patients qu'on a traités depuis 2022 à la Pitié-Salpêtrière. Donc, c'est 10 adultes. À la Pitié, on traite que des adultes. Vous voyez ici les différents profils de perte de poids. Alors, il y en a qui ne sont pas traités depuis longtemps, moins de 5 mois, et puis d'autres qui sont traités depuis quasiment 2 ans. Là, au mois de janvier, les 2 premiers patients traités vont avoir 2 ans de recul de traitement. Donc, vous voyez qu'on a quand même des bons résultats en vie réelle aussi, puisque je vous avais montré une phase 3. Mais là, c'est la vie réelle. Ce n'est pas toujours comme les essais, mais on a un pourcentage de perte de poids par rapport au poids maximal. Là, ce n'est pas le poids à l'initiation, c'est vraiment le poids maximal de 20% et une diminution du score de faim qui est quand même significative puisqu'on perd 4 points de score de faim. Et la tolérance, elle est vraiment complètement comparable à ce que je vous ai montré dans l'essai de phase 3, la pigmentation et les troubles digestifs, mais qui sont très transitoires. Voilà, donc en pratique, on discute en fait ces dossiers de patients pour le traitement en RCP. Donc des RCP qu'on fait conjointement, donc Prador et Cargo, puisque Cargo est aussi le centre de référence pour prise en charge notamment des complications visuelles du syndrome de Bardet-Biedl. Et donc, on a une RCP à peu près tous les 2 mois où on discute des dossiers. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr disposée pour répondre à vos questions. Ouais. Bonjour, donc moi je suis Sophie Sabal, je suis pédopsychiatre à Toulouse. Je vais vous présenter aujourd'hui donc un projet de recherche qu'on va mettre en place le plus rapidement possible, on espère. Donc on va dire premier trimestre 2025, voilà, qui s'intitule Casper. Qui concerne en fait la symptomatologie autistique et le profil sensoriel chez les enfants qui ont un syndrome de Prader-Willi. Donc c'est un projet de recherche qui voit le jour après de nombreuses années de réflexion, notamment avec Angèle Consoli, avec qui on échangeait régulièrement en se disant mais quand même, ils ont des traits autistiques. Mais pas si simple que ça, c'est très particulier aussi. Donc nous, on arrivait vraiment à faire la différence entre Prader-Willi et autisme. Il y en avait qu'on trouvait plus sévères au niveau autistique que d'autres. Voilà, mais on savait pas très très bien non plus comment affiner cette description. Et voilà, on a essayé de mettre en place quelque chose pour peaufiner à la fois la description de la symptomatologie autistique et le profil sensoriel aussi par la même occasion, parce on a vu qu'ils avaient des particularités au niveau sensoriel.
Donc, je vais vous présenter ce projet de recherche qui est aussi en partenariat avec Arnaud Fernandez qui est sur Nice, au Centre de maladies rares expression psychiatrique, avec voilà, Angèle aussi sur Paris et nous sur Toulouse. Donc, ça ne concerne pour le moment que les enfants. On avait émis l'idée de mettre Andaï dans la boucle, mais bon, voilà, pas tout de suite, on va dire. Donc, ce sont des enfants qui ont le syndrome de Prader-Willi, âgés entre 3 et 16 ans. Et l'idée, c'est voilà, de préciser, donc s'il y a un diagnostic clinique de TSA au sens propre, et on va le voir après, qui répond à tous les critères, de préciser la fréquence, à savoir si c'est vraiment un diagnostic bien rempli ou pas. Par la même occasion, on va préciser du coup la spécificité des symptômes autistiques grâce encore une fois aux critères. Et on va aussi s'intéresser à toute l'hyper et l'hyposensorialité de ces enfants, donc en faisant aussi un profil sensoriel qui n'est pas toujours fait. Et parallèlement à tout ça, on va regarder l'impact sur la vie familiale de ces troubles autistiques plus ou moins importants et de ces caractéristiques de sensorialité. Donc, on va faire plusieurs tranches d'âge pour voir, parce qu'on essaye de rester comparable en se disant qu'il y a l'émergence des symptômes autistiques qui ne sont pas forcément présents à tous les niveaux de développement de l'enfant. Donc, on va regarder la différence avec les deux sous-types génétiques principaux. Et aussi, comme on a la majorité des enfants qui ont été aussi traités précocement par ocytocine, en tous les cas, ceux qui ont 5 7 ans, là, il y a encore les deux, mais ceux en dessous de 5 ans, depuis l'autorisation temporaire d'utilisation, en tous les cas, ils sont quasiment tous traités à la naissance. Donc, sur le groupe de 5 7 ans, on a encore des groupes contrôle et on pourra essayer de voir s'il y a un impact de l'ocytocine sur l'émergence des traits autistiques. Donc, je vous rappelle les critères diagnostiques du trouble du spectre de l'autisme, qui sont vraiment des critères cliniques. Donc, en fait, il y a des critères A, B et d'autres critères. Donc, les critères A, il faut qu'ils soient tous présents. Ça concerne la communication et les interactions sociales. Donc, il y a tout d'abord le déficit de la réciprocité socio-émotionnelle avec le difficulté de la conversation, des difficultés à partager les intérêts, les émotions et les affects, et l'incapacité à initier des interactions sociales ou à y répondre. Donc, c'est vrai que la grosse différence en fait avec les patients qui ont le syndrome de Prader-Willi et un patient qui a juste un trouble du spectre autistique sans syndrome de Prader-Willi associé, c'est que le patient de Prader-Willi, il vient vers l'autre, il s'intéresse à l'autre, voilà. Mais il y a quand même des petits déficits sur l'interaction et le partage. Donc ça, on va regarder. Ensuite, il y a tout ce qui est de la communication non verbale avec le contact oculaire qu'on peut trouver déficitaire aussi chez les patients qui ont le syndrome, la pauvreté de la mimique au niveau facial, donc la pauvreté dans la compréhension, mais aussi dans l'élaboration, et la coordination avec le verbal. Donc c'est souvent c'est en désaccord ou en tous les cas, c'est pas concordant avec ce qu'ils montrent avoir. Et enfin, il y a déficit du développement ou du maintien de la compréhension des relations, avec cette difficulté à ajuster le comportement au contexte social. Donc ça, on le remarque chez tous, avec des difficultés à se faire des amis, en tous les cas des pairs du même âge, de s'intégrer dans les jeux, de participer voilà, à des jeux collectifs, de s'intégrer dans un groupe. Donc tout ça, on voit qu'ils vont pouvoir remplir ces critères. On verra sur le premier, voilà, est-ce que la réciprocité, on verra, parce qu'il y en a qui arrivent mieux que d'autres, mais il y en a qui arrivent quand même. Voilà, et pour poser le diagnostic, faut que tous ces critères A soient remplis. Et ensuite, il y a les critères B qui s'intéressent plus spécifiquement au caractère restreint et répétitif des comportements et des activités. Donc ça, il faut qu'il y en ait au moins deux sur les quatre qui soient là pour poser le diagnostic. Donc il y a le caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements ou de l'utilisation d'objets ou du langage. Donc ça, on l'a, même si c'est pas au niveau du langage, les écolalis, on l'a pas beaucoup, mais il y a quand même les stéréotypies. En tous les cas, au moment de l'émotion, on peut les voir avoir des stéréotypies. Voilà, avec l'utilisation aussi d'objets qui peuvent être très très stéréotypés, notamment dans la manipulation. On le voit avec les fils, les lacets, ils peuvent avoir quand même beaucoup de manipulation.
L'intolérance au changement, donc l'inflexibilité. Au moment des transitions, hein, on peut voir une détresse extrême ou de l'angoisse, donc ça on l'a, la pensée rigide, qui est pas forcément propre à la déficience intellectuelle, donc là aussi c'est un peu difficile de faire la part des choses. Et ensuite, il y a les intérêts restreints et fixes, donc avec une préoccupation Et ensuite, dans ces critères B, on voit aussi tout ce qui concerne les hypo- ou hyperréactivités sensorielles et l'intérêt inhabituel pour les aspects sensoriels de l'environnement. Alors il y a l'indifférence à la douleur, donc ça, on le retrouve à la température. Mais on peut le voir aussi avec tous les aspects sensoriels, que ce soit auditif ou visuel. C'est des jeunes qui sont quand même très, très perturbés au niveau auditif, hein. Ils peuvent capter tout ce qui se passe dans l'environnement. Et ça, si on ne le questionne pas ou si on n'a pas cette évaluation assez fine, on peut passer à côté. Mais on a souvent quand même des parents qui racontent qu'ils se mêlent de tout, qu'ils sont tout le temps au courant de tout, qu'ils écoutent. Et puis pendant les consultations, on voit dès qu'il y a un avion qui passe, qui fait du bruit, tac, ils vont capter un bébé qui pleure. Voilà, donc ils sont très très stimulés au niveau auditif, moins au niveau du tactile, hein. On voit notamment au niveau des lésions de grattage, cette hyposensibilité qu'ils ont à la douleur. Donc voilà, donc a priori ce critère, je pense qu'ils l'auront tous. Voilà, et ensuite, bon, il faut que ça fasse partie des étapes précoces du développement. Donc ça, on y est. Que ça impacte la vie sociale aussi et que ça soit pas mieux expliqué par un handicap intellectuel. Donc là, c'est là où on est aussi à la limite, nous, on est carrément dans la comorbidité avec le syndrome génétique. Voilà, donc ça c'est les critères cliniques du trouble du spectre de l'autisme. Et donc, nos hypothèses qu'on va chercher à vérifier ou à infirmer, c'est, voilà, est-ce que vraiment le diagnostic complet est rare ou pas si rare que ça, ou alors est-ce que, voilà, on va essayer de quantifier la fréquence et aussi de bien détailler la spécificité des critères diagnostiques. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui sont cotés, plus particulièrement quand on n'arrive pas à faire le diagnostic complet, lesquels, pourquoi? Voilà. Est-ce que en fonction de la délétion, non-délétion, il y a une prévalence plus importante? Parce qu'on a toujours dans l'idée que quand on est sur une dysomie ou une anomalie du centre d'empreinte, il y a une prévalence plus importante, en tout cas dans la petite enfance, des traits autistiques. Ça, on le retrouve cliniquement, mais on aimerait bien l'objectiver. Et ce que je vous disais sur les sensibilités atypiques, sur toutes les modalités sensorielles dès le plus jeune âge. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va être très intéressant. Il y a de plus en plus de jeunes qui bénéficient d'un profil sensoriel, hein, parce qu'il y a quand même pas mal maintenant dans le champ de la petite enfance. Moi, je vois des jeunes qui sont bilantés de ce côté-là, donc ça va être intéressant. Et ensuite, on voudrait regarder au niveau des répercussions sur la vie familiale, finalement, est-ce que ces symptômes autistiques, tant en termes de quantité ou d'intensité, ils sont corrélés au comportement problématique du jeune et que ça a des répercussions négatives sur la vie familiale, au-delà du syndrome en lui-même. Et enfin, ce que je vous disais, on va regarder aussi, est-ce qu'il y a eu un bénéfice de par l'ocytocine à moins développer tout ce spectre de l'autisme. Voilà, donc la méthodologie, ça va donc concerner plein d'évaluations. Donc on va essayer de le caler sur 2 jours et demi d'hospitalisation. Alors parce que nous à Toulouse, on reçoit les jeunes sur 3 jours d'hospitalisation, donc ça va être faisable. Mais après, on a vu avec les 2 autres centres de Paris et Nice, eux, ils feront peut-être aussi une évaluation en consultation et d'autres évaluations aussi en distanciel parce qu'il y a quand même pas mal de questionnaires. Donc ça peut se faire en distanciel, notamment en visio. Donc, pour la caractéristique des troubles autistiques, il y a tout d'abord l'ADOS, qui est une observation de l'enfant en direct avec toute une passation de différents petites étapes pour quantifier et objectiver en fait les difficultés de l'enfant. Il y a en parallèle l'ADI, alors elle qui s'adresse aux parents, qui est une échelle, en tous les cas un questionnaire très 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 global en termes d'anamnèse et d'évaluation de l'enfant depuis sa petite enfance. Donc c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est avec ces deux, ça c'est vraiment le gold standard du diagnostic de l'autisme, hein. Il faut ces deux évaluations en tout cas.
Et ensuite, pour le profil sensoriel, on va en parallèle avec la DOS, on pourra coupler une partie de l'observation en évaluant les différentes modalités sensorielles. Donc ça, c'est une observation directe aussi avec quelques petits tests. Il y aura un questionnaire destiné aux parents pour eux voir comment ils évaluent l'hypo ou l'hyperréactivité de leur enfant au niveau de tous les sens. Et enfin, uniquement sur Toulouse, parce que c'est la cohorte qui veut ça et qu'on va le développer aussi en parallèle avec une autre recherche, il y aura un sniff test pour voir ce qui se passe au niveau des compétences olfactives à proprement parler. Donc, ça va être un complément de l'évaluation sensorielle faite au préalable qui concerne aussi le sens olfactif, mais là, on ira un peu plus loin. Et ensuite, on va évaluer ben, le profil cognitif avec les échelles de Wechsler, le profil comportemental avec l'échelle de Vineland, donc qui est destinée aussi aux parents en questionnaire directif, le CBCL pour les troubles du comportement et le questionnaire de Dykens dont on a déjà parlé tout à l'heure pour les troubles du comportement alimentaire. Et enfin, pour les répercussions de la maladie, on va évaluer le fardeau familial, en tous les cas parental avec l'échelle ZBI et la qualité de vie familiale avec l'échelle IOFS. C'est tous les deux des questionnaires destinés aux parents qu'on on fera passer aussi. Donc, on essaiera de faire en parallèle l'évaluation de l'enfant et l'évaluation des parents. Donc, c'est une recherche non interventionnelle de type RPIH3 qui est en parallèle avec les recommandations de l'HAS qui viennent de sortir et la filière déficience, puisqu'on demande d'essayer de diagnostiquer au plus tôt en fait les critères autistiques des enfants. C'est une étude multicentrique en collaboration avec les CRA, donc 15 par tranche d'âge que je vous disais tout à l'heure, 3-4 ans, 5-7 ans, 8, 10, non, 8, 12 et 13-16, et 30 enfants pour la tranche 5-7, parce qu'il y aura avec et sans prise d'ocytocine dans les premiers mois de vie. Donc, on espère démarrer au premier trimestre, ça va durer 18 mois. Bah, chaque patient va participer le temps de sa venue sur le centre, en tous les cas pour la passation au moins de la dose et des échelles sensorielles. Et ensuite, on va essayer, nous, sur Toulouse, de se caler un patient par semaine et d'en faire, voilà, on s'est accordé avec les différents centres, on ne fera pas tous le même nombre, mais on essaiera d'en faire le maximum. On a eu un financement de la filière déficience pour cette étude et on est à la recherche, voilà, encore de financement complémentaire pour essayer d'arriver au mieux à mettre en place cette étude. Voilà, donc les retombées attendues, ce sont l'évaluation des troubles du spectre autistique avec un profil sensoriel intégrant systématique dans le suivi de routine des patients. Et comme le préconise l'HAS, un repérage précoce et une mise en place d'une prise en charge adaptée et spécifique pour ces jeunes, même si on sait qu'ils ont déjà une prise en charge globale et qu'on tient compte quand même de leur spécificité, et aussi de faciliter l'accès des patients à des dispositifs qui sont spécifiquement conçus pour le TSA, parce qu'on a souvent des patients qui nous disent, mais moi je voulais l'inscrire par exemple en camp adapté pour l'autisme, on a refusé, prétextant qu'il n'était pas autiste ou des CSA typiquement autisme. Voilà. Et alors, ce que je vous disais au début, peut-être une ouverture vers une étude longitudinale plus étendue à l'âge adulte pour justement aussi évaluer s'il y a un âge propice au développement ou en tous les cas de la mise en évidence des troubles du spectre autistique quand on devient adulte. Voilà. Donc, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour des questions si vous le souhaitez. Oui, mais alors, du coup, on va peut-être clôturer. Merci à tous ceux qui ont présenté, hein, vraiment, d'avoir préparé tout ça. Merci à tous ceux qui étaient présents. Voilà, donc bonne soirée, merci. Et puis, donc, vous saurez l'information, voilà, pour d'autres webinaires de la filière déficience par l'équipe, voilà, qui nous aide aussi à avancer plus vite sur certains aspects grâce à ce travail collaboratif, hein, de tous les centres de référence avec troubles du neurodéveloppement. Voilà. Bonne soirée à tous, hein. Bonne soirée à Bonsoir. tous. Merci Bonne Guénaëlle et soirée. merci aux intervenantes. Sachant que le premier webinaire de 2025 sera le jeudi 27 mars et sera animé par le réseau Épilepsie Rare. Donc, vous pouvez déjà noter la date pour ceux qui sont là ce soir en exclusivité. Merci. Encore une fois, merci à Au toutes. revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.